Merci. Donc, présentation des projets ciblés. Donc, on a un peu de retard. Alors, il y a 2 séquences en fait qui concernent les projets ciblés. La première, et là, on va être très strict. C'est 10 minutes, pas plus, pour la présentation de chacun de ces projets ciblés. Mais l'idée, en fait, c'est des teasers, hein, parce que la séquence qui suit sont des posters consacrés à ces projets ciblés. Donc, il n'y aura pas de séance de questions là, à la suite des présentations. Mais c'est important que vous réserviez toutes vos questions pour aller interagir après avec les porteurs de ces projets ciblés qui pourront répondre à vos questions de 18h à 19h. Voilà. Donc, on va donner sans plus tarder la parole au premier de ces porteurs. Là, c'est Bertrand Guenet qui va nous parler du projet ciblé à la mode. Bonjour à tous. Moi, je suis Bertrand Guenet, du laboratoire de géologie de l'ENS, et je vais vous présenter le projet ciblé qui s'appelle À la mode. C'est un travail commun puisqu'on est plusieurs à animer ce projet ciblé. Il y a Pierre, Antonio, Elisa, Tiffaine, Keji, Philippe, Christian et Antoine. Et il me semble qu'à part Antoine, on est tous là aujourd'hui. Je vais vous parler de ce projet-là. Donc, l'idée de ce projet, c'est de travailler sur l'évolution des stocks de carbone dans les écosystèmes continentaux. Donc, dans le contexte un peu dont nous a parlé Valérie, avec l'idée d'atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et il faut savoir que dans les politiques qui sont mises en place par la France, l'utilisation des capacités naturelles des écosystèmes est fortement mise à contribution pour atteindre la neutralité carbone. Mais il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur est-ce que nos écosystèmes peuvent continuer à stocker du carbone et comment on peut réussir éventuellement à améliorer leurs capacités. Donc, il faut savoir que en France, on a un certain nombre d'outils de modélisation qui existent, des outils de modélisation qui sont développés par différents groupes et des modèles qui sont plus ou moins performants. Mais on s'est rendu compte qu'on a finalement assez peu de données qui sont mises à disposition des modélisateurs d'une façon simple, qui leur permettent vraiment d'exploiter ces données. Et d'un autre côté, on a aussi un très grand nombre justement de sites et de réseaux de mesure. Et donc, le but du projet à la mode, c'est en partie de faciliter le lien entre ces réseaux de mesure et les modélisateurs. Donc, on va vraiment aller vers le développement d'outils qui vont faciliter l'acquisition de ces données. Et ce qui est très important, c'est notamment nos capacités à reproduire des dynamiques temporelles. Parce que notamment avec les modèles de carbon sol, mais pas que, on se rend compte que très souvent, on fait ce qu'on appelle du space for time, c'est-à-dire qu'on va considérer que si on est capable de reproduire la variabilité spatiale, on est capable de reproduire la variabilité temporelle, et ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, les objectifs du projet, on a un certain nombre de work packages qui sont présents. On a dans le work package 1 et dans le work package 2, on va avoir la production, mais surtout la distribution de données. Donc, on va aller collecter des données qui sont existantes. On va avoir un certain nombre d'échelles différentes qui sont étudiées, puisqu'on va passer à la fois par des sites expérimentaux, donc de l'échelle très locale, des observatoires régionaux, mais aussi une échelle nationale, avec notamment la participation du réseau de mesure de qualité des sols. Les climats sur lesquels on va travailler, c'est évidemment les climats tempérés, puisqu'on va travailler beaucoup sur la France métropolitaine, mais pas seulement. On va chercher aussi à aller vers des climats tropicaux, en passant par des territoires qui sont des territoires d'outre-mer, mais également en utilisant des sites expérimentaux qui sont portés par des collègues dans des pays à l'étranger. Le Work Package 3, qui est vraiment central, ça va être la transformation justement et la mise à disposition de ces données. Donc, être capable d'aller créer des systèmes, des systèmes informatiques qui vont rendre toutes ces données interopérables. Ça, c'est vraiment un des mots-clés du G ciblé à la mode, c'est rendre les données interopérables pour qu'on puisse pouvoir les utiliser à grande échelle. Et enfin, on va avoir 2 work packages sur la modélisation. Un premier qui va être justement de tester ces modèles sur les données qui auront été collectées par les autres work packages et identifier
des manques dans les modèles existants pour pouvoir développer des modèles plus tard. Donc, on a un certain nombre de partenaires qui sont déjà impliqués dans le projet ciblé. Alors, peut-être que, je ne sais pas si j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais il faut savoir que les projets ciblés, ce sont des projets qui sont en cours de construction et donc on est vraiment à la recherche de personnes qui sont motivées pour travailler avec nous. Les projets ne sont pas totalement bloqués dans le marbre. Donc, on cherche quand même encore à co-construire, notamment sur les aspects de modélisation, à vraiment à mettre en place, à discuter avec le plus de modélisateurs possible. Donc là, je vous ai listé un petit peu toute la liste des partenaires qu'on peut avoir. Et on a quand même un calendrier qui est plus ou moins établi, avec l'idée justement de travailler sur le Work Package 1, donc sur la partie assemblage des données. Donc ça a déjà commencé, et de continuer ces travaux jusque sur les 2-3 années qui suivent. Ça va se faire en parallèle avec le Work Package 2, donc qui va être de construire des librairies, construire des bases de données, notamment de mesures de carbone stock dans les sols et dans la biomasse. Le Work Package 3 qui va également être sur cette période-là, donc 2024-2026, avec l'idée de créer un dépôt de jeux de données, d'avoir un portail où on peut interroger ces données et de pouvoir justement travailler sur le lien avec le Work Package 4, qui est sur les aspects de modélisation, qui a commencé un petit peu plus tard, mais sur les discussions sont déjà entamées. Et évidemment, la partie développement de nouveaux modèles sera plutôt en fin de Work Package. Voilà, alors je n'ai pas du tout pris le temps, je ne sais pas si… Mais voilà, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup Bertrand d'avoir respecté le temps. Donc on va donner la parole à Olivier Théron pour le deuxième de ces projets ciblés. SLAM B ou SLAM B? Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Théron du laboratoire Agronomie et Environnement, INRAE Colmar. Et donc, je vais vous présenter le PC2 SLAM B pour scénario pour des bioéconomies durables dans les territoires. Donc, c'est un projet qui est co-coordonné avec Bernard Curec, Laurie Hamelin et Manon, ici présente, et qui embarque, vous allez le voir, beaucoup de monde, comme les deux premiers projets ciblés, entre autres. Alors, je gagne du temps, je n'ai pas de contexte. Vous avez compris le contexte, hein, neutralité carbone et ainsi de suite. Mais par contre, nous, on va parler de bioéconomie et d'agroécologie. Et donc, on va essayer de concevoir des scénarios de bioéconomie circulaire basés sur l'agroécologie, permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050, adaptés au changement climatique et répondant aux enjeux de production alimentaire, non alimentaire et de conservation des ressources naturelles. Eau, air, sol, biodiversité, services écosystémiques. Ça fait, je l'espère, fortement écho à ce que Valérie vous a proposé, des approches intégrées où on s'intéresse à la neutralité carbone, mais on considère aussi les autres impacts dans les autres domaines. Et pour faire ça, on va développer des approches d'Integrated Assessment and Modeling, donc IAM, et les appliquer dans des scénarios labs, c'est-à-dire différents cas d'études que je vais vous présenter, et aux échelles de la France et de l'Europe. Alors, on est structuré en 3 groupes de tâches. Un premier groupe de tâches qui vise à améliorer les performances et les fonctionnalités de la plateforme Maëlia, et qui sera utilisée dans les scénarios labs. Un deuxième groupe de tâches qui va justement utiliser cette plateforme pour accompagner les acteurs à penser la bioéconomie pour la neutralité carbone dans différents territoires contrastés. Et un troisième groupe de tâches qui est centré sur les travaux à l'échelle de la France et de l'Europe. Alors, rapidement, le premier groupe de tâches. Donc, on part d'une plateforme de modélisation Maëlia, co-développée par INRAE et le CIRAD, qui est en fait un système multi-agent spatialisé qui permet de décrire finement la structure des territoires via l'intégration de données géoréférencées et qui permet de décrire la dynamique des systèmes écologiques et des systèmes sociaux dans ces territoires via une chaîne de modélisation qui simule aussi bien des agents humains que des processus écologiques ou sociotechniques. Alors, c'est une plateforme qui préexiste à SLAM B, qui est opérationnelle pour tous les travaux pour l'agroécologie des grandes cultures, la gestion territoriale des ressources en eau
ou des filières de produits résidus organiques et les projets de méthanisation agricole. Et on va très fortement amplifier les fonctionnalités de cette plateforme dans différents domaines. Déjà, un premier travail sur l'infrastructure informatique de manière à nous permettre de coupler différents modèles avec Maëlia, et entre autres les modèles qui vont être travaillés dans le projet ciblé numéro 1, mais aussi des modèles qui simulent la forêt comme CAP6. Un travail d'intégration d'un environnement qui permet de construire et de réaliser des ACV territoriales et d'évaluer les limites planétaires. Un travail autour de l'intégration de différents modèles de bioraffinerie, que ce soit pour des matériaux de construction biosourcés, dont Valérie a parlé, mais aussi par exemple des plastiques, des bioplastiques. Un couplage avec la plateforme CAP6 qui permet de simuler la démographie, la croissance et la gestion des forêts. L'intégration dans Maëlia de tout ce qui concerne l'élevage, la prairie et l'agroforesterie, qui n'existait pas. Un travail dédié sur les matériaux biosourcés et puis un travail sur l'économie des filières et la pluralité des discours des acteurs. Un deuxième groupe de tâches, donc, qui est centré sur des scénarios labs, les territoires d'études. On peut considérer que ce sont des living labs à portée prospective. Et on en a sélectionné 6. 2 en bas à gauche, qui sont à l'extérieur de la métropole française. Un au Sénégal, et qui va travailler sur un gradient de systèmes agro-silvo-pastoraux, et qui va évaluer dans quelle mesure on peut atteindre la neutralité carbone et améliorer la durabilité de ces systèmes agricoles. Un autre sur l'île de la Réunion, avec des grands enjeux sur la souveraineté alimentaire et énergétique, où on va faire des scénarios d'usage des sols et en vue d'améliorer le bouclage des cycles. Et puis 4 en métropole, de en haut à en bas à droite. Un dans la zone atelier armorique, où on va traiter de neutralité carbone, élevage et biodiversité. Un sur le territoire du Grand Reims, où l'idée c'est de concevoir une organisation territoriale de différentes filières de la bioéconomie pour atteindre les objectifs de neutralité carbone autour des bioplastiques, des bioénergies, le biogaz plus particulièrement, des biomatériaux et de l'alimentation. Un dans les Vosges, en fait 2 sous-territoires dans les Vosges, où on va traiter des questions en lien avec l'agriculture et la forêt, et entre autres la question du dépérissement des forêts vis-à-vis de leur capacité à stocker du carbone. Et un dernier dans le Nord Vaucluse, dans le bassin versant de l'Ouvèze, où on va traiter des questions relatives à l'eau et l'agriculture. Alors un troisième groupe de tâches, donc, où l'idée ça va être de construire et d'évaluer des scénarios de bioéconomie à l'échelle de la France et de l'Union européenne, et où on va avoir plusieurs activités. Je commence à gauche. Une première activité pour estimer le potentiel de production, de transformation et de recyclage des couverts intermédiaires et des résidus de culture à l'échelle de l'Europe. Une deuxième activité autour de la construction de scénarios d'intensification durable de l'agriculture et d'estimation de la biomasse qui peut être produite. Une troisième activité autour du potentiel de production de biogaz basé sur l'agroécologie. Il y a déjà eu beaucoup de travaux sur le potentiel de production de biogaz, mais là, on veut estimer ce qu'il est possible de produire si on utilise de la biomasse qui provient de systèmes agroécologiques. Un travail sur l'efficience énergétique et la neutralité carbone des systèmes agricoles en Europe. Et puis un travail sur la forêt et le bois en France et comment penser une gestion des forêts qui permet de répondre à la fois aux besoins en produits basés sur le bois et à la fois aux enjeux de conservation des services écosystémiques des forêts. Et enfin, une dernière activité qui va être de tenter de développer un Maëlia France de manière à pouvoir mobiliser ce type d'approche aussi sur ce type d'étendue et de comparer les différentes approches que vous avez ici pour voir ce que l'on perd ou ce que l'on gagne, à prendre en compte finement la description des territoires, entre autres les descriptions des situations pédoclimatiques, des systèmes de culture, des filières, et essayer d'avancer sur une compréhension de quelle méthode on doit mettre en œuvre pour construire quel scénario à l'échelle de la France. Alors, je vais finir avec 2 diapos. Une diapo pour vous parler de la dimension du projet. Donc, c'est 90 permanents qui appartiennent à peu près 42 laboratoires différents et on a un budget total de 6,5 millions d'euros, dont vous voyez la répartition suivant les groupes de tâches. Et vous voyez qu'on va recruter 33 ou 34 personnes différentes. Donc, on va monter à 120 personnes, un peu plus, 125 personnes dans le projet. Et comme ça a été dit, et c'est très important, ce que j'essaye de dire régulièrement, c'est que ce n'est pas un projet fermé. OK, il est financé, OK, il est lancé, mais toutes les bonnes volontés sont attendues pour pouvoir collaborer autour de ces ressources humaines qui vont être un peu les pivots des différentes activités que je vous ai présentées. 4 enjeux qui me semblent être des enjeux importants pour le projet. Développer les nouvelles collaborations, alors entre disciplines, entre communautés,
mais aussi avec les acteurs pour co-concevoir des scénarios de neutralité carbone. Vous le voyez, on a une très forte ambition d'intégration, donc aussi bien en termes de discipline, d'enjeux, de filières, de modèles et autres dimensions et d'acteurs. Donc c'est vraiment un projet dont le mot-clé, c'est intégration. Et puis on a 6 scénarios labs qui sont très contrastés. Alors ça nous donne toutes les chances de démontrer ce qu'on est capable de faire sur une très large gamme de situations. Ceci dit, ça va beaucoup nous challenger. Entre autres, le cas d'étude du Sénégal va beaucoup challenger nos approches de modélisation. Et puis, on espère être capable de produire des scénarios de bioéconomie locale, nationale et européenne qui seraient à terme remobilisés pour l'action publique, pour prendre des décisions sur les grandes orientations. Merci de votre attention. Merci Olivier d'avoir respecté le temps aussi. Donc je vais passer la parole sans plus tarder à Julien Demarty pour le Jérôme, pardon. Excuse-moi. Jérôme Demarty pour la présentation du projet ciblé 3 qui s'appelle Rift. Oui, bon, donc bonjour à tous. J'ai l'honneur effectivement de coordonner ce premier projet de renforcement des infrastructures qui est ciblé sur un instrument qu'on appelle les toits flux, qui s'appelle donc le projet Rift. Et j'anime cela avec Olivier Roupsard du CIRAD et Gilles Boulet. Donc c'est un projet qui inclut plus de 60 participants à l'heure actuelle, autour de 10 pays et plus de 12 UMR. Donc c'est un consortium qui est déjà assez expert de la question de la mesure des flux entre la surface et l'atmosphère et qui est coordonné dans différents réseaux, des laboratoires mixtes internationaux, qui est une initiative de l'IRD, mais qui permet de faire travailler des gens du Sud et du Nord sur ces questions, et aussi des réseaux d'observatoires, notamment soutenus dans le cadre de l'infrastructure OSCAR et les zones ateliers du CNRS. Donc, les tours de flux, c'est un dispositif qui permet d'échantillonner entre la surface et l'atmosphère les gaz à effet de serre. Hein, notamment, on suit beaucoup le CO2, mais aussi la vapeur d'eau. Et c'est complété par des systèmes de mesures micrométéorologiques qui permettent d'expliquer et de suivre en fait, les principaux facteurs qui sont explicatifs de la variabilité des flux. Donc, les principaux enjeux sur cette mesure, bien sûr, ça a été dit beaucoup en introduction, hein, c'est la quantification des flux pour établir des bilans. Alors, dans le cadre de Rift, nous, on va se focaliser sur la boîte verte du cycle du carbone que vous avez en haut à droite, avec le rôle des écosystèmes terrestres. Hein, donc ça, c'est notre fer de lance. Enfin, donc c'est le cycle du carbone et tous ces mécanismes impliqués, de la photosynthèse à la respiration, dans le but d'avoir une surveillance, bien sûr, des impacts des changements climatiques sur le climat et les cycles terrestres qui y sont associés, et bien sûr de suivre l'évolution du fonctionnement des écosystèmes dans le temps. Donc la spécificité de Rift, c'est de cibler ces tours à flux dans des régions tropicales et méditerranéennes. Alors pourquoi cela ? Parce que c'est essentiellement des régions où les rétroactions surface-atmosphère sont très marquées, hein, des études l'ont montré. Et si on regarde à droite de manière un peu paradoxale, c'est l'endroit finalement où la documentation des flux reste actuellement la plus faible. Alors, ça soulève différents types de verrous à l'heure actuelle pour Rift. D'une part, de mettre en place des systèmes au sud, il y a des questions encore d'ordre météorologique et de production opérationnelle, hein, sur des sites qui demandent des suivis et de l'autonomie, des suivis donc à très haute fréquence et de manière autonome. Cette production de données soulève des questions encore aussi d'ordre de représentativité. Les instruments sont relativement de petite échelle, donc ça soulève des questions pour aller vers des études à visée régionale, hein, généralement à laquelle la décision est planifiée, et des enjeux très forts aussi de connaissances, puisque les données que l'on mesure sont souvent des mesures intégrées de différents processus et mettent en jeu des rétroactions fortes entre les cycles, notamment celui du carbone, de l'eau et de l'énergie. Des enjeux forts de connaissances sur cette mesure de flux doivent être transcrits après dans des modélisations. Alors ces modélisations se veulent le plus intégrées possible, justement pour bien prendre en compte ces rétroactions entre les sites et de faire le lien justement vers les études à visée régionale. Donc quelles sont les ambitions du projet Rift ? D'une part, c'est un point fort sur le renforcement des infrastructures avec une structuration du réseau de mesure de flux au sud,
avec une valorisation de la donnée. Donc ça représente un gros volant budgétaire que l'on a réservé pour ces aspects-là, de manière à consolider des sites existants et de créer une opportunité pour développer de nouveaux sites. Donc l'essentiel de ces ressources vont aller au fonctionnement des sites, au déploiement et à la maintenance. L'idée donc est donc de produire des données qui vont être de qualité et qui vont être référencées dans des standards de mesure et de favoriser des synergies intersites. Donc 13 sites ont été sélectionnés dans Rift. Il y en a 8 sites historiques, 4 nouveaux qui vont être créés. Vous avez une répartition dans les différents pays, 7 sites en Afrique de l'Ouest qui s'appuient sur des réseaux déjà existants, 3 en Méditerranée, 2 en Amérique du Sud et 1 en Asie. J'y reviendrai dans le poster et on pourra les présenter. L'idée, c'est donc d'avoir un échantillonnage relativement détaillé qui sonde à la fois différents types de milieux, agricoles, agroforestiers, pastoral, et donc dans différentes régions du monde. La seconde ambition, c'est d'avoir un programme scientifique à coller à cette mesure. On est tous des chercheurs et donc intéressés par différentes questions. Donc on combine dans l'idée du projet Rift 3 types d'instruments, l'instrumentation in situ dont j'ai parlé, mais aussi des modèles et des outils de télédétection. On a structuré ça en 4 groupes de travail. Un plus technique, centré sur l'acquisition et la métrologie, de manière à avoir des mises au point de protocoles et des manips intersites, et des études beaucoup plus scientifiques, des groupes de travaux plus scientifiques, un centré sur l'étude de processus, avec des interactions notamment entre les cycles, et des outils, un groupe de travail vers la modélisation intégrée, l'idée étant d'avoir des modèles qui vont faire référence et qui vont pouvoir servir d'autres PC, notamment le PC1, qui sont des références peut-être à des échelles plus importantes. Un dernier groupe de travail sur le transfert d'échelle et l'apport de données spatiales complémentaires, notamment pour avoir des indicateurs et des produits de flux sur de larges étendues. Juste un dernier mot sur la promotion du réseau, puisque ça mêle quand même, c'est un projet qui implique beaucoup de partenaires au sud. L'idée étant d'aller vers une pérennisation des sites au moins pour améliorer la visibilité internationale de nos partenaires et d'avoir une émergence de nouveaux leaders thématiques au Sud. C'est pour ça qu'on a prévu un volet formation assez important aussi dans le cadre du projet. Voilà. Merci Jérôme d'être resté toi aussi dans les temps largement. Je vais passer la parole à Yann Nouvelon qui va nous présenter le projet ciblé qui s'appelle Cross. Bonjour. Oui, donc Yann Nouvelon. Donc le projet Crossien, c'est Cropping System Experiment Network, ou alors en français, on va dire réseau d'expérimentation système de culture. Donc c'est un projet ciblé de soutien aux infrastructures aussi, expérimentation système de culture. Et donc c'est un projet d'1,5 million. Alors dans le nom, on avait réussi, mince, c'est pas ça. Revenir en arrière, ouais. On a réussi à mettre, comme dans Faire Carbone, le C et le N pour montrer qu'en fait, on s'intéresse au cycle du carbone, mais également au couplage entre les cycles de l'eau, du carbone et des éléments minéraux. Donc, parmi les animateurs, bon, il y a moi, Lionel Aletto de l'INRAE, Pascal Jouquet de l'IRD et Mathilde Sester également du CIRAD. Donc, voilà, au niveau du contexte, c'est pareil, je ne vais pas discuter trop longtemps, puisque ça a déjà été évoqué, mais juste pour rappeler que l'agriculture en France, c'est 19% des émissions de CO2, que dans le monde, c'est 11% ou 21%. Tout à l'heure, Valérie nous a dit 22%, si on compte les changements d'usage des terres. Et donc, il va falloir qu'on diminue les émissions au niveau de l'agriculture et qu'on augmente l'absorption du carbone dans les sols. Donc pour ça, il y a la stratégie nationale bas carbone qui a donné des objectifs. Et d'une manière générale, c'est pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Sinon, il est important aussi de réduire les impacts de l'agriculture sur l'environnement. Donc, bon, avec tous les problèmes qu'il y a sur la biodiversité, la pollution des nappes phréatiques, par des pesticides ou par des
l'azote, tout ça, et avec aussi des effets négatifs sur la santé. Donc, là, il y a aussi la problématique d'adapter l'agriculture au changement climatique. Et tous ces changements, donc, il va falloir qu'on arrive à plus d'agroécologie, mais tout en continuant d'assurer une sécurité alimentaire. Donc, dans ce cadre, il va falloir qu'on conçoit donc de nouveaux systèmes de culture agroécologiques en combinant différents leviers agronomiques. Donc, parmi ce levier agronomique, il y a tout ce qui est diversification des systèmes diversification, augmenter la diversité en espèces, soit dans le temps, soit dans l'espace. Donc, dans le temps, c'est à travers les rotations, ou dans l'espace avec association de cultures et puis sur un même territoire. Il y a aussi l'introduction de légumineuses pour diminuer les intrants azotés, l'utilisation de fertilisation organique, introduction d'arbres aussi pour stocker du carbone et puis tout ce qui est agroécologie. Donc, pour tester tous ces nouveaux systèmes agroécologiques, il nous faut des expérimentations système. Donc, il en existe quelques-unes. J'ai pris quelques photos, comme il y en a beaucoup qui connaissent la plateforme Cassis à Dijon, aussi l'expérimentation d'Estremons dans le nord, à Toulouse, Hausseville. Là, c'est les expérimentations DIAMS au niveau de Moggio, près de Montpellier, avec des systèmes agroforestiers. Mais en fait, il va falloir les mettre en réseau aussi, tous ces systèmes ces expérimentations de systèmes de culture. Et dans chacune de ces expérimentations, donc comparées avec des systèmes traditionnels, donc, en fait, les objectifs, c'était de mettre en réseau ces différentes... D'abord, d'en sélectionner, parce qu'on a des budgets limités à 1,5 million d'euros. Donc, on a sélectionné quelques-unes et on voudrait les consolider. Dès l'instant qu'on teste des systèmes de culture, il faut qu'on le fasse dans le temps. Donc, il y a tout un aspect financier qui est important, et pour pouvoir faire des manips sur le long terme. Et donc, aussi, si on veut comparer différentes expérimentations, il faut qu'on harmonise les protocoles expérimentaux, et après, donc, on fasse des analyses multicritères des performances de ces systèmes testés. Donc, voilà à peu près le synopsis du projet. Donc, avec un volet acquisition de mesures de terrain avec des protocoles qui sont harmonisés, archivage des données, et après ces données vont être utilisées donc pour mieux comprendre les systèmes, pour comparer ces systèmes, et elles vont aller alimenter les bases de données, et après utiliser ces données pour faire des comparaisons, des évaluations multicritères et multisites des performances des systèmes de culture. Donc, on a sélectionné 8 sites expérimentaux, 4 en France métropolitaine et 4 sous les tropiques. Donc, en France métropolitaine, il y a le site d'Estremons, la plateforme Cassis de l'INRAE Dijon, l'essai système de culture de Toulouse-Hausseville et l'expérimentation DIAMS, donc agroforestière. Sur les sites tropicaux, on a l'expérimentation de Box Nord, où avec des systèmes de culture à base de maïs, de manioc et de soja, cultivés de manière conventionnelle ou alors avec réduction du travail du sol, enfin avec agriculture de conservation. 2 expérimentations sur riz, une au Cambodge et une au Vietnam, et une expérimentation de Zimbabwe où on a du maïs et du niébé en monoculture ou en culture mixte, et avec ou sans travail du sol, avec ou sans mulch. Et en plus, sur ce site, on a un dispositif de réduction des pluies. Donc, pour faire ce travail, il fallait une équipe pluridisciplinaire, parce qu'en fait, c'est de l'agronomie systémique. Donc, avec
des écophysiologues, des biogéochimistes, agronomes systèmes, des spécialistes de sciences du sol, de microéconomie, parce qu'il faut forcément tester. Quand on parle d'évaluation multicritère, c'est à la fois les impacts sur la production, sur l'évolution de la fertilité des sols et des éléments minéraux. Et c'est aussi, en fait, l'économie, enfin, la rentabilité, parce qu'il nous faut des systèmes pour qu'ils soient adoptables, qu'ils soient... Donc, on a 6 unités de recherche qui appartiennent au CIRAD, à l'IRD et à l'INRAE. Et à côté de ça, on a aussi des partenaires, d'autres partenaires, et puis des partenaires internationaux comme l'Université d'Harare au Zimbabwe, le SFRI au Vietnam, et bien sûr des universités et des partenaires du secteur agricole. Donc la coordination, bon, je l'ai déjà évoqué, hein. Et parmi les COPIL, il y aura bien sûr les représentants, enfin nous-mêmes, et puis la direction de Fer Carbone, et un COPIL élargi où il y aura tous les responsables des sites expérimentaux. Donc au niveau du projet, on a des équipements sinon il y a du personnel. Le personnel, c'est à la fois le personnel technique qui travaille sur les dispositifs, mais c'est aussi un postdoc qui va faire des évaluations multicritères, et puis aussi un ingénieur de recherche qui va aider pour la collecte des données et la mise à disponibilité. Du fonctionnement aussi. Donc le fonctionnement, ça peut être des analyses et des prestations de services externes qui sont aussi parfois des analyses. Et le fonctionnement, c'est aussi tout ce qui est mis en place des expérimentations, suivi des expérimentations. Quels sont les attendus du projet? Bon, ça va d'abord être des connaissances scientifiques, hein, puisqu'on va comparer différents systèmes de culture donc traditionnels et agroécologiques. Donc, on va avoir énormément de mesures, hein, que ce soit la météorologie, l'évolution de la fertilité, la production, les émissions de gaz à effet de serre, et il va y avoir des dispositifs lysimétriques aussi. Donc, beaucoup de données qui vont permettre de mieux comprendre le fonctionnement et de comparer les performances de ces systèmes. Donc, ça devrait donner des publications scientifiques. Des jeux de données originaux qui vont alimenter d'autres projets ciblés, comme le projet ciblé numéro 1. Et puis, des connaissances et savoirs techniques. Donc là, c'est justement pour tout ce qui est comparaison de systèmes de culture. Et puis, en fait, ce réseau d'expérimentation devrait aussi servir de lieu de démonstration. Donc, vis-à-vis d'abord d'agriculteurs ou de techniciens agricoles, enfin, parce qu'il y a des connexions avec... et de renforcement des capacités sur les sites, donc au niveau des étudiants, donc des capacités à la fois techniques pour les techniques de suivi de dispositifs, et puis scientifiques. Et sinon, voilà, de toute façon. Merci Yann. Vous voyez beaucoup d'imagination dans les acronymes de ces projets ciblés. Et le dernier, donc, dans cette série de présentations, c'est Carbonium, donc, que nous présente Laure Gandois. Merci. Donc, le projet ciblé, nous aussi, on a réussi à retrouver la structure Fer Carbone. Il n'y avait pas de concours, mais bon. Donc, je co-coordonne ce projet ciblé avec Julien Nemery de l'UGA à Grenoble. Et donc, ce projet ciblé s'intéresse à la dynamique du carbone dans le continuum terrestre aquatique. Et ce qui est important, c'est que ton cadre, c'est que c'est un projet qui s'attache à être un soutien aux infrastructures de recherche. Et je vais quand même reprendre un petit peu de contexte parce qu'il y a eu des bonnes introductions en fait dans les présentations précédentes. Bon, évidemment, celle de Valérie Masson-Delmotte qui a cité de nombreuses justifications à ce projet, notamment toujours l'incertitude des flux, surtout l'incertitude
les écosystèmes côtiers dont vous en avez entendu parler. Mais tout à l'heure, le PC3, il avait encadré, je ne sais pas comment marche le pointeur, mais vous allez imaginer derrière moi. Il avait encadré le carré, qui est en fait l'échange net des écosystèmes, ce à quoi s'intéresse Fair Carbone. Et en fait, le PC5, il va chercher ce qui est juste à côté, la flèche qui est émise par Freshwater et également la petite flèche qui part vers les rivières. Et en fait, si on somme ces flux, on a un ordre de grandeur qui est équivalent à l'échange net atmosphérique. Et donc, il y a un enjeu extrêmement important à évaluer, non pas la réponse des écosystèmes terrestres, mais bien la réponse des paysages qui incluent des écosystèmes terrestres et aquatiques. Et plus précisément, au-delà de l'importance de ces flux, il y a des incertitudes spécifiques qui vont nous intéresser. Une des premières, par exemple, sur ce graphe qui est issu du rapport du GIEC, qui est le bilan de CO2, c'est qu'il nous dit bien qu'il n'y a pas vraiment de contraintes sur ces flux-là, justement aquatiques, des activités humaines. Donc un premier enjeu. Un autre enjeu très important, c'est que le même graphique établi pour le méthane par le GIEC dit bien qu'on a des incertitudes extrêmement importantes. Et on sait que la moitié des émissions de méthane sont dues aux écosystèmes naturels et qu'on a une grande incertitude. Une grande incertitude qui est liée à quoi? Qui est liée au fait que les émissions, elles sont très sporadiques dans le temps et dans l'espace. Donc là, on voit des enjeux de métrologie apparaître. Et enfin, on l'a cité tout à l'heure, le rôle des zones humides. Alors, on a parlé des zones humides côtières. On va inclure ici les zones humides continentales. Leur rôle important pour le stock de carbone qu'elles représentent, qui est considérable et significatif à côté des sols agricoles et forestiers. Donc, quand on parle de ne pas aggraver les émissions de carbone, donc des stocks à préserver, et des capacités d'accumulation de carbone qui sont potentiellement importantes, mais à préciser. Et ce contexte scientifique, l'idée du groupe avec lequel on a travaillé pour définir les enjeux, c'était de le développer au sein des infrastructures de recherche. Les infrastructures de recherche, ici notamment, ce sont toutes les infrastructures qu'on a pour l'observation au niveau de la communauté scientifique française. Donc, on va citer les sites d'observation pour les bassins versants à différentes échelles, les réseaux OSCAR, le réseau des zones ateliers, des infrastructures sur les écosystèmes lentiques, comme l'Observatoire des lacs, ou des écosystèmes dédiés aux écosystèmes côtiers, mais peut-être pas encore à la problématique du carbone. Et au-delà des infrastructures qui représentent des sites d'observation, on va chercher à mobiliser nos infrastructures analytiques au niveau de la communauté. Pour répondre aux questions qu'on a définies ensemble avec les collègues et qui arrivent directement de ce que je vous ai exposé, c'est bien sûr quels sont les flux de carbone des écosystèmes terrestres vers les écosystèmes aquatiques. C'est-à-dire que si on veut vraiment connaître le bilan de carbone d'un écosystème, est-il un puits ou une source de carbone, ne pas négliger ces transferts latéraux. Que se passe-t-il une fois que ce carbone a été transféré des écosystèmes terrestres à aquatiques? Est-ce qu'il va être réémis sous forme justement de gaz à effet de serre au niveau des écosystèmes aquatiques ou au contraire être séquestré, et si oui, à quelle échelle de temps? Dans des sédiments ou dans le continuum? Et bien sûr, quels sont les stocks actuels et les capacités de stockage des zones humides continentales et côtières? Et ce travail, donc ce contexte-là, a fait travailler un grand groupe de collègues pour définir des actions qui sont résumées ici, que je vais très peu détailler et que vous pouvez venir qui seront plus détaillées à la session poster, pardon. Mais les grandes idées, c'est que finalement, on a 3 volets de façon très classique, comme ça a pu être présenté précédemment, d'actions. 2 premières actions de synthèse, de collecte de données, d'abord sur les flux, sur le VP1, donc des actions transverses, puis sur les stocks, avec quand même du budget pour compléter, éventuellement faire des analyses. Ensuite, un grand volet finalement de densification des observations. Et c'est là qu'on est vraiment sur le soutien aux infrastructures, donc des infrastructures existantes, avec peut-être des manques sur la métrologie pour certains aspects très spécifiques du cycle du carbone qui ne sont pas encore abordés par les écosystèmes sur certains observatoires.
Et donc, on va décliner en différents VP. Ces différents VP correspondent à différentes métriques du carbone qui vont nous intéresser, qui sont opérationnelles ou non. Par exemple, le VP3 sur des choses un petit peu plus simples, entre guillemets, opérationnelles, sur le carbone organique qu'on connaît, sur lequel on a du recul. Et puis un autre VP où on va être plus sur du développement, sur la dynamique des gaz dissous, où là, on est plus à la frontière en termes d'instrumentation. Et également des VP très spécifiques aux écosystèmes, qu'on soit sur les lacs ou les estuaires, avec là l'idée de profiter par exemple de la flotte scientifique, pardon, et de placer des instruments sur. C'est un mot facile pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et donc là, un dernier VP, pardon, pour finir, donc de modélisation qui a à la fois cette vertu de collecter, de faire du lien entre ces actions de synthèse de données, d'observation, scientifiquement, puisqu'on va faire le lien au niveau des processus, mais aussi qui va peut-être permettre et donner l'ampleur du changement d'échelle pour pouvoir travailler peut-être à l'échelle d'un grand fleuve français et d'intégrer toutes ces nouvelles connaissances. Et donc, beaucoup de collègues impliqués, une cinquantaine de collègues impliqués, partout en France, différents laboratoires, plein d'instituts, et une très belle carte et une belle équipe, on l'espère. Et cette équipe, ce qu'elle a pour objectif pour ce PC, c'est vraiment un rendu, entre guillemets, si on utilisait les mots du projet de collectif. Donc, bien sûr, de nouvelles connaissances pour la communauté sur les données, les inventaires de flux, les stocks de carbone. Travailler peut-être collectivement sur un ou deux grands fleuves, mais aussi des choses qui vont nous amener à travailler ensemble. Par exemple, l'homogénéisation des protocoles ou ce qu'on voit apparaître ici, par exemple, c'est un focus de nombreux collègues sur la métrologie autour du méthane, qui va lier des collègues qui travaillent dans différents contextes au niveau d'eau douce, d'eau salée, d'estuaires, de lacs, et qui là vont se rencontrer finalement autour de ce même challenge analytique. Des outils pour la modélisation, comme on a cité, et peut-être au niveau on a cité les infrastructures, de même que Faire Carbone s'appuie sur des actions qui étaient déjà existantes. Là, si on cite par exemple l'exemple des écosystèmes côtiers, de nombreux collègues avaient des sites observatoires instrumentés avec des tours à flux. Et ici, le projet arrive et leur permet de compléter de l'instrumentation et peut-être de se mettre en commun pour peut-être, pourquoi pas, structurer de nouveaux observatoires labellisés. Et j'ai fini. Merci Laure, et donc merci à tous les coordinateurs, coordinatrices d'avoir plus que respecté le temps. C'est la première fois dans ma carrière où on commence en retard et on finit en avance. Ça tombe très bien parce qu'en fait, c'est justement, on enchaîne là, normalement, ce qui est prévu, on va bouger un petit peu, on change de salle hein, pour la session poster qui va nous emmener jusqu'à 19h. Donc n'oubliez pas aussi que ça ne se termine pas à 19h. À 19h, on revient dans cette salle, c'est bien ça ? Non. Alors, je passe la parole aux organisateurs. Alors, très rapidement, donc la salle poster, vous sortez juste là. C'est la première à droite, c'est des escaliers. Donc là, en effet, il y aura à peu près un peu plus d'1 heure de discussion autour des présentations qu'on vient de voir donc au niveau de chacun des posters. Et il y aura un moment des interventions donc de copilotes et aussi de certains de nos partenaires. Voilà, donc à 19h, donc ce sera au même endroit. Donc on ne bouge pas. En fait, on quitte l'amphi et là, on va dans la salle poster et notre cocktail dînatoire devrait avoir lieu là. Donc, voilà. Première à droite.